Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors vous avez eu l'occasion de suivre les Twitch durant la saison WNBA, mais pour une occasion comme la Coupe du Monde, on avait envie de se poser et de se retrouver dans un format podcast avec les copains Flo et Shai. Shai, seul représentant de la France ce soir. Courage Shai, ça va aller. Tu es... Je me sens un petit peu seul là, mais bon, on va tenir le coup, allez. Mais du coup, tu as mis ton casque bleu, voilà. On a un casque bleu, voilà, tout à fait. Donc voilà, ce sera l'occasion de parler de quoi. On va d'abord resituer rapidement le contexte international, les dernières compétitions, ce qui s'est passé. Ensuite, on va regarder 3 équipes en particulier. D'abord le Team USA, puisqu'on est un média spécialisé de WNBA, donc on ne peut pas faire sans regarder du côté des États-Unis. On va regarder évidemment l'équipe de France, les Belgian Cats. Ensuite, on va vous réexpliquer rapidement comment fonctionne le système de la Coupe du Monde. Ça, c'est toujours utile. On va quand même faire un passage dans les équipes, les équipes que je n'ai pas citées, mais un peu voir quelles sont les joueuses à suivre dans d'autres équipes, notamment, je pense qu'en Australie, il y a des trucs à dire, et les absences notables ou les joueuses à suivre. Et puis, enfin, on se frisquera au pronostic après le gros fail des pronostics. Je pense que vous avez un peu merdé, les gars, pour la WNBA, non? Pour les résultats pour les résultats ou pour les joueuses individuellement, parce que sinon ça non, va. C'était les résultats, je pense. C'était toi, Shai, qui avait un peu... Qu'est-ce que non, Shai, il était bon en prono. C'est nous qui avons... Vegas, on l'avait pas vu venir, quoi. Shai, il n'avait pas trop mal senti, ça. En fait, par rapport au classement, là où j'ai fait la différence, c'est que comme tous les ans, j'ai mis les Lynx super bas. Ouais. Et cette année, j'avais raison. Et cette année, ça a marché. D'accord. Pas trop mal. Ok, donc la première chose qu'on... Ah oui, peut-être un petit contexte. Nous, on enregistre ce jeudi soir. Vous verrez le podcast un peu plus tard. Vous le verrez en fait le jour, surtout pas un lendemain de titre. Donc c'est pour ça que nous, on ne sait toujours pas si les A6 ont gagné. On suppose que oui, peut-être, sans doute. Mais du coup, voilà, selon le jour où il sortira, le podcast, ça dépend en fait du jour où les A6 seront championnes. Et on pourra déjà dire que Becky Hammon... Donc voilà, il fallait quand même le dire. Ça valait la peine d'être mentionné dans ce podcast. Alors, donc je disais, on commence par une petite remise en contexte au niveau des compétitions internationales. Ça, c'est intéressant. Donc la dernière compétition internationale, elle remonte pas il y a très très longtemps, puisque c'est les JO et c'était l'année passée. Alors au niveau des JO, si vous vous souvenez du classement, le premier, évidemment, les Team USA, toujours invaincu, le bulldozer. Maintenant, on en parlera après, mais cette année, Team USA, ce sera sans Bird. Et on est toujours dans le trauma, tous. Ça continue, parce que là aussi, elle sera pas là. Je préfère vous le dire. Donc voilà, Team USA première, qui avait joué contre le Japon. Le Japon qui a quand même violé pas mal d'équipes pendant les JO chez eux. Donc, à nouveau... Dernière compétition JO numéro 2, Japon numéro 2, pardon, mais par contre, plus de Machida cette saison, c'est pour cette compétition-là, puisqu'elle fait une pause après avoir enchaîné compétition nationale, WNBA, etc. Donc c'est un Japon un peu différent qu'on verra. Et enfin, en numéro 3, Cocorico, c'était l'équipe de France qui avait ramené le bronze de Tokyo. Mais là aussi, pas mal de changements. En fait, globalement, ça va être une compétition vraiment... changeante par rapport aux autres, parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont été redistribuées. On n'est pas dans une continuité comme par exemple on pouvait avoir entre la Coupe du Monde ou ce genre de choses-là. On est dans quelque chose d'un peu différent, avec vraiment des rosters revus dans les 3 équipes qu'on va passer en revue après d'ailleurs. Alors la dernière Coupe du Monde, elle avait lieu en 2018, et là c'était à nouveau Team USA numéro 1, l'Australie en numéro 2, en numéro 3, c'était l'Espagne, et je rappelle qu'en numéro 4, c'était les Belgian Cats, qui avaient fait leur première Coupe du Monde et qui avaient sauvagement éliminé la France en quart de finale. Vous êtes bien vengés après, donc voilà, mais on peut quand même le repréciser. C'était cette fameux match et ce 3 points de marge à la fin. Vous vous souvenez peut-être, bon voilà. Pas du tout. Ah, ça va alors. Mais donc voilà, au niveau compétition, dans quel contexte on est? Dans le contexte où Team USA navigue et contrairement chez les garçons où c'est moins facile, la Team USA chez les femmes c'est le bulldozer. Après derrière je pense que ce sera assez ouvert, on va en discuter. Mais donc voilà, autant le contexte était intéressant d'être mis en place, autant finalement il ne veut plus dire grand chose parce qu'il y a eu tellement de changements que les cartes sont redistribuées. Et on va justement en discuter du premier roster, c'est celui des Bleus, hein, Shai. Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les changements qui ont eu lieu? Alors il y a enfin eu ce changement de coach.
Alors enfin, ça dépend pour qui, mais on va Ah oui, dire oui, que... c'est pas moi qui vais te dire ça, tu le sais bien. Non, bien sûr, bien sûr. C'est clairement le plus marquant le fait qu'on ait changé de coach après 8 années de Valérie Garnier, qui faisait pas ou plus l'unanimité. Il y a beaucoup de fans, d'observateurs qui voulaient que ça change pour diverses raisons. Il faut, dans tous les cas, je pense, en profiter pour lui rendre quand même un hommage pour ce qu'elle a fait à la tête des Bleus. Il y en a qui diront qu'il y aurait dû avoir un titre sur toute cette période. Il y a quand même eu 5 médailles d'argent lors des championnats d'Europe, une médaille de bronze au JO. Peut-être, on peut pas réécrire l'histoire, peut-être qu'avec un autre coach, à un moment, ça aurait fait titre au lieu de médaille d'argent, mais on peut pas le savoir. Donc tout ce qu'a fait Valérie Garnier sur cette période-là, Valérie Garnier et son staff, dans tous les cas, je trouve que ça mérite d'être souligné, qu'il faut respecter tout ce qu'elle a fait. Euh, donc, après, pour le changement, changer pour qui et pourquoi, c'est ça la question, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, enfin j'en faisais partie, qui, quitte à remplacer Valérie Garnier, espéraient quelque chose de très innovant, un peu de créativité, peut-être un coach étranger. Au final, c'est quand même resté très dans le sérail avec Jean-Aimé Toupane. Et sa nomination, mine de rien, elle a quand même un peu fait parler parce qu'il n'a jamais coaché d'équipe féminine avant. Il est implanté dans la fédération au niveau de la formation depuis très longtemps, mais il n'a jamais occupé de poste de head coach pour des filles. Donc ça a un petit peu fait tiquer, il faut le reconnaître, hein, même s'il a Cathy Melin dans son staff. Donc ça, c'est un peu une inconnue, mine de rien. Quand tu as passé autant d'années avec la même coach, avec la même base de joueuses, c'est toujours compliqué. Donc ça va être le premier truc à observer là pendant ce mondial. Et après, les joueuses, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'absentes des cadres. On n'a pas Sandrine Gruda qui est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, qui était la capitaine de substitution quand il n'y a pas Andy Miem, et Andy Miem n'est pas là non plus. Et Sandrine Gruda, c'est pour tout le mondial, c'est sûr. Tout le mondial, elle est blessée. Elle se déplace même pas en Australie, quoi. Non, a priori, non, elle ne sera pas là. Pareil pour Andy Miem, donc là on parle de deux au niveau du nombre de sélections et du palmarès, c'est quand même costaud ce qui va nous manquer. Il y a aussi Valéria Nayahi qui sera pas là, qui a peut-être un peu moins de sélections que les deux autres, mais qui a quand même une grosse histoire avec l'équipe de France et qui est souvent là, qui est un peu porte-bonheur aussi pour l'équipe de France comme en club. Donc moi j'aborde un peu cette compète-là comme peut-être une compète de transition. Je sais pas, on va pas y aller pour faire de la figuration, hein, c'est certain. Il y a quand même sur le terrain, il y aura quand même un effectif qui est solide, hein, même sans les joueuses que j'ai citées. Il y a pas mal de filles qui étaient là au dernier mondial et à l'Euro avant où on a fini finaliste quand même. Donc sur les joueuses qui étaient déjà là, il y a toujours Marine Johannes, il y a toujours Alexia Chartereau, on récupère encore Gabby Williams qui va venir. Du coup, là, après l'élimination de Seattle, elle vient d'arriver en Australie. Et là où c'est intéressant, en plus des cadres que j'ai cités, je n'ai pas cité Sarah Michel aussi qui est très importante, en plus de ces cadres-là, il y a un début peut-être de renouvellement. On ne sait pas exactement encore lesquels seront conservés dans le groupe final, mais il y a des joueuses intéressantes, Kendra Cherry par exemple, qui devrait être là, Lisa Berkani. On a les joueuses du 3-3 aussi, c'est une passerelle intéressante. Donc, on est très performante en 3-3. Minia Touré et Marie-Ève Paget sont dans le groupe et ont de bonnes chances d'être dans le roster final. J'aurais aimé qu'il y ait Laetitia Guapo aussi. Je pense qu'il faut la citer parce que c'est la meilleure joueuse du monde en 3-3 et malheureusement elle n'est pas dans le groupe. Je pense qu'elle a sa place dans le 5-5. Elle n'aurait pas du tout fait tâche dans ce groupe-là. Et moi ce que j'attends de voir là avec ce groupe-là, qui sera renforcé par Iliana Rupert une fois que les finales seront terminées, c'est peut-être justement de voir d'autres joueuses en l'absence de Gruda et de Miem prendre un peu plus de responsabilité en fait. J'ai envie de voir Iliana Rupert ne pas se contenter de 10 minutes de jeu, Marine Fautou, toutes les joueuses en fait qu'on a vues sur la fin de la compétition, de la dernière compétition, se révéler et être plus pas juste des figurantes quand le score est déjà plié. Donc moi c'est ce que j'ai envie de voir en fait. Sur le style de jeu, avec ce qu'on a vu jusque-là, je suis pas inquiet, mais j'ai pas vu de révolution pour l'instant. Donc je sais pas si ça va être sur cette compétition-là, mais j'ai envie de voir au moins des joueuses différentes qui seront responsabilisées. Peut-être qu'Alexia Chartereau devienne peut-être l'option numéro 1, numéro 2. Des choses comme ça en fait. C'est un peu, je vous avoue que c'est un peu l'inconnu du côté de la France. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui savent pas trop à quoi s'attendre sur cette compétition.
parce que même si on sort de deux compétitions avec des bons résultats, changer de coach comme ça et avoir des cadres aussi importantes. Chez les garçons, pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est un peu le même, pour ceux qui ont suivi la compète, l'Eurobasket, c'est un peu la même situation. Donc j'espère que ça fera la même chose. Ouais, vous restez avec un vivier quand même de talent Ça, c'est hyper intéressant, mais c'est sûr que les changements, les transitions d'époque... je sais que Sandrine Grudet n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, mais pourtant, quelle joueuse, quoi. Ah oui. C'est une sacrée perte, hein. Bah, au scoring en tout cas. Ouais. Et puis sur le fait qu'elle monopolise l'attention de la défense, les équipes adverses, c'est la joueuse qu'elle cible principalement. Après oui, elle est un petit peu clivante parce qu'elle a ce côté, elle peut passer un peu pour une joueuse individualiste qui est très sur les stats et sur les accomplissements personnels, mais ça reste, voilà, c'est une joueuse si elle est bien servie, si elle est en forme. Tout dépend aussi de comment elle est utilisée, hein, c'est toujours la même chose, mais elle va manquer, la force de frappe elle est moindre. Ouais, tout à fait. Donc voilà, tu dis transition, donc à voir. Alors, transition aussi du côté de Team USA, Flo. Oui. Sacrée transition, raconte-nous. Mais sacrée transition, parce que tu l'as signalé, Soubird a officialisé sa retraite, de même que Sylvia Fowles l'avait fait un peu plus tôt dans la saison, donc ça fait déjà 2 grands noms. Brittney Griner, malheureusement pour elle, est toujours détenue en Russie. Et donc en fait, au total, quand on compte les absents, sur les 12 joueuses qui étaient à Tokyo, il y en a 7 qui ne seront pas ici. Donc on a cité Soubird, on a cité Brittney Griner, on a cité Sylvia Fowles, on a Nafisa Collier qui a joué un petit peu, mais qui est toujours jeune maman et n'a sans doute pas envie de faire le déplacement en Australie. Tina Charles, j'ai pas vu spécialement de raison de son absence, mais elle ne sera pas là. Skylar Diggins-Smith, qui à mon avis continue à bouder, on sait bien que la fin de saison était un peu complexe du côté de Phoenix. Et Diana Taurasi, qui à mon avis profite que Soubird n'y aille pas pour ne pas y aller non plus. Ouais. Donc voilà, ça fait 7 absentes. En fait, le groupe actuellement il est toujours de 17 joueuses, j'ai pas vu d'autres que le tri avait été fait. Donc il y a encore 5 joueuses qui doivent partir du groupe. On sait bien qu'on a d'office, à mon avis, vont être conservées les 5 qui étaient déjà présentes à Tokyo, c'est-à-dire Chelsea Gray, Ariel Atkins, June Lloyd, Brianna Stewart et Asia Wilson. Ça paraît assez étonnant. Si elles se font dégager... Juste avec ces 5-là, c'est bon. Hein, oui, en fait, ça, vous pouvez y aller à 5, les meufs, vous embêtez pas. Enfin... Après, dans les autres joueuses qui sont sur place, on a Sabrina Ionescu, Kelsey Plum pour tout ce qui est les meneuses, Ryan Howard, la jeune rookie de l'année, poste 2-3. En rookie, on a aussi, rookie de WNBA, on a aussi Nalissa Smith et Shakira Austin qui ont fait des belles saisons et qui ont été aussi reprises dans le groupe, ainsi que Aliyah Boston qui a de fortes chances d'être numéro 1 de la prochaine draft. Donc je pense que ces 4 joueuses-là, elles sont là pour prendre de l'expérience. Ouais. Peu de chances de les voir aller en Australie. Et alors il y a un dernier tri qui doit se faire entre Kalia Copper, Diamond DeShields, Bethany Jaleni, Alyssa Thomas, Stephanie Nolson et Breonna Jones. Mais voilà les problèmes de riches, quoi. Problèmes de riches, exactement. Exactement. Donc voilà, c'est très intéressant. Après, moi, il y a 2 postes que je trouve intéressants à analyser. C'est à la main, mine de rien, depuis 2004, c'est Soubird qui mène le jeu de cette équipe. 2004, ça fait 18 ans. C'est complètement aberrant de dire ça. Donc, et en plus, Skylar Diggins-Smith, qui était son backup à Tokyo, avec Chelsea Gray, n'est pas là non plus. Donc j'ai l'impression que Chelsea Gray va avoir les clés du camion. Vu la saison qu'elle est en train de nous faire, surtout les playoffs. C'est ça, on aurait dit ça il y a 1 an ou 2, on serait dit ils sont peut-être c'est un peu léger au poste, mais là, la fille va peut-être être MVP des finales. Bon. Vous le savez peut-être déjà d'ailleurs. Et puis de toute façon, il y a toujours Sabrina Ionescu derrière. Intéressant de voir aussi l'intégration de certaines filles du 3-3 comme Kelsey Plum et Stephanie Dolson qui auront sans doute leur place dans le groupe. Et Stephanie Dolson, ça permet de voir aussi l'autre chantier, c'est-à-dire que la dernière fois, le secteur intérieur, il y avait quand même Sylvia Fowles, Brittney Griner et Tina Charles pour tourner sur le poste 5. Là, on part elles partent avec Stephanie Dolson et Breonna Jones. C'est hyper solide, mais c'est quand même complètement différent. C'est assez inédit aussi parce qu'on parle de cadres qui étaient là depuis des années. Ouais. Donc, on va pas se mentir, le talent est toujours monstrueux à Team USA. Je pense que Dawn Staley et son staff sauront toujours faire fonctionner tout ça de main de maître. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a
il y a un vrai renouvellement qui est quand même assez différent. Ouais, ça... On n'est pas encore dans la phase pronostic, mais on a quand même du mal à se dire que... C'est-à-dire, il y a beau avoir un renouveau, je vois mal quelqu'un dire ce serait de la transition. Je ne pense pas. Surtout que là, ce que tu pointais du doigt sur peut-être les questions à l'intérieur et tout ça, au final, ça peut jouer petit, entre guillemets, hein, et mettre des joueuses qui sont 4 au poste 5. Enfin, ils peuvent faire oui, parce que si on peut faire un 5 juste avec les 5 joueuses qui étaient déjà là dans le groupe, et faire Chelsea Gray, June Lloyd, Ariel Atkins et avoir une raquette Brenna Stewart et Ja Wilson, ça fonctionne très bien. Et Ja Wilson a joué pivot la moitié de la saison WNBA cette année-ci. C'est un enfer, quoi. C'est juste un enfer cette équipe, mais bon, on les connaît. En fait, c'est presque intéressant au final de voir des nouvelles têtes, même si on pleure le manque de Sue-Bird, et c'est vrai qu'on aurait préféré la voir, mais d'un autre côté, c'est rafraîchissant aussi de voir ce que des filles comme Betnijah Laney, par exemple, ou Alyssa Thomas, qui jusque-là n'avait jamais vraiment eu sa place dans Team USA, c'est super cool de la voir, alors qu'elle a largement le calibre, c'est une des 10 meilleures joueuses au monde. Donc, c'est pas encore maintenant qu'elle va reposer ses épaules. Hein. Ça, c'est le problème. Il faudra voir si justement le fait qu'elle soit allée en finale va pas faire qu'elle choisisse le repos après. C'est possible, ça aussi. Enfin, t'as déjà vu Alyssa Thomas choisir le repos juste comme ça? Voilà. Je disais ça pour la forme. Hein. Ah, d'accord. Cette femme ne choisira jamais le repos. Je pense que c'est pas dans son ADN en fait. Elle ne sait pas ce que c'est. Rest? C'est clair. Merci Flo. On a quand même hâte de voir Team USA aller au charbon. Ça va encore être beau. Alors les Cats, moi je me suis gardé évidemment les bébés, hein, nos bébés. Et pourtant... Là aussi, grosse transition et grosse difficulté puisque on a quand même déjà perdu 3 Mesdac d'un coup. Hein. Plus de Philippe, plus de Kim et du coup plus de Anne. Alors c'est violent quand même, hein, sachant que tout ce qui a été construit avant a été par Philippe Mesdac et Kim était quand même une joueuse cadre. Il y a aussi évidemment le départ de Anne Wouters. Alors c'est vrai qu'elle... Si on peut dire qu'elle a porté peut-être un petit peu moins sur le terrain, on en a discuté plusieurs fois, dans le groupe c'est quand même quelque chose aussi, il doit manquer ce leadership dans les vestiaires et ça c'est certain. Et puis il manque aussi Marjorie Garpréau, qui apportait une dose de fun et de créativité et qui donnait aussi un côté hyper sympa à cette équipe, sauf quand on a la France dans la fin du match de... Vous vous souvenez. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal de changements. Alors, drôle d'idée, on a été tapé en français. Hein, voilà. Donc, ça, c'est voilà. Avouez que ça n'a pas été simple à digérer. Avouez que c'est... Non, ça va, on le vit bien. Super. Non, écoute, ça arrive. Oh, le politiquement correct. Ouais, après, moi, s'il nous fait gagner des médailles, voilà, on fermera le petit clapet. Maintenant, c'est vrai que... j'attends de voir, quoi. On va pas... J'aime pas qu'on dézingue les gens par défaut comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'à nouveau, si on m'avait demandé mon choix, j'aurais peut-être pas choisi cet homme-là, mais je n'ai absolument rien contre lui. Et s'il emmène les 4 loin et que ça se passe bien, il sera mon ami, il n'y a pas de problème. Donc, je disais les départs. Alors par contre, la bonne nouvelle pour la Belgique, c'est qu'on évite le groupe de la mort. Donc ça, c'est bien, parce que c'est peut-être une transition où on n'est pas dans le pire groupe, coucou la France. Et puis, on a quelques nouvelles têtes quand même assez sympathiques. On va en passer 4 en revue principalement. Mais d'abord, il y a Hind Ben Abdelkader, qui a été très longtemps absente et on se demandait pourquoi. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi, ou alors... En tout cas, il y avait quelque chose qui ne devait pas lui plaire dans soit le staff ou dans les joueuses d'avant, je sais pas. Mais toujours est-il que maintenant, avec ce changement, elle est arrivée. Alors, elle fait 1m70 ou 1m70, comme ça vous savez. Elle va jouer à Villeneuve d'Ascq après plusieurs saisons en Turquie. Donc, les amis français, vous allez pouvoir la voir sous vos parquets. Elle a aussi joué en WNBA. Elle a été au Fever d'abord, puis remplacée par ta copine Capi, Flo. Et puis elle a aussi été sur le training camp du Chicago Sky, malheureusement pas conservé. Mais donc voilà, c'est quand même une joueuse qui a déjà tapé dans l'œil des USA, ce qui est quand même pas rien. Une joueuse très, très vive, pleine de talent. Donc ça, on l'a déjà pu la voir en match de préparation. Je pense que tu ne me contrediras pas, Flo, elle apporte sérieusement quelque chose aux Cats. Non, c'est cool, elle a un profil un peu différent en plus par rapport aux meneuses qu'on a. Elle a un poste 1-2, c'est assez chouette. Ouais, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a aussi Maxuela Lizoa Mbaka qui arrive. Elle était déjà là un peu, mais elle prend
plus de place. Elle a longtemps joué au Castor de Brenne, hein, pour tous ceux qui ont suivi l'Euroleague, et elle était clairement une des meilleures joueuses des Castor de Brenne. Avec elle, c'est une énergie de malade. Elle joue en Israël cette saison, après donc première expérience à l'international, Baruch Hashem. Et donc voilà, ça va aussi être très intéressant de la voir prendre de la place dans le roster des Cats. Et elle apporte aussi un côté fun et fougueux que pouvait apporter Marjo en son temps. Donc ça c'est chouette aussi, d'avoir des joueuses à la fois à la Emma ou voilà, des choses plus posées, et puis d'avoir des Maxou et là dans l'équipe. Alors Philou Mesdak a quand même une petite place quelque part, l'air de rien. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé une de ses petites pépites, In Yoris, 1m85, qui joue au Kortrijk Spurs, donc l'équipe coachée par Philou actuellement. Donc voilà, c'est quand même chouette parce qu'on a encore un produit de la maison Mesdak qui sera parmi nous. Oui, on sent que j'ai du mal à passer... je suis une personne âgée, les personnes âgées n'aiment pas les changements, et ça a fait beaucoup de changements pour moi. Et puis enfin, il y aura Elise Ramette. Alors Elise Ramette, moi je la vois un peu aussi comme la joueuse qui a... Je sais que Marjo a pris pas mal de temps à la former, à lui parler quand elles étaient au Castor de Brenne. Elle m'en avait parlé, elle avait expliqué que voilà, elle trouvait que c'était une chose que pouvait apporter pas mal, et elles avaient pas mal échangé. Donc elle joue maintenant en Espagne, mais voilà, c'est aussi une meneuse qui peut apporter, voilà, plus posée, peut-être moins dans la foule que les autres, mais voilà, ça c'est les 4 nouvelles joueuses. Alors le reste du roster, on va vite le passer en revue. Donc Elise Ramette, je l'ai dit, Antonia Delard qui a fait des JO exceptionnels, qui était vraiment toujours là dans la discrétion, vous la connaissez, hein, c'est pas elle qui va claquer, mais en fait à la fin on voit sa ligne de stats et on fait waouh, mais en fait elle a vraiment fait un travail de fou. Laure Résimon, alors juste petite questionnement parce qu'elle a quitté le dernier match de préparation blessée. Elle est en Australie, alors on espère que du coup c'est parce que c'était une blessure pas sérieuse, mais voilà, c'est aussi quelque chose à surveiller. Mais donc Laure Résimon est de la partie. On ne présente plus Emma Messman, hein, qui sera évidemment là avec à nouveau tous les regards braqués sur elle, parce que s'il y a bien un endroit où elle brille, c'est avec les Cats. Et là, voilà, Emma, comme d'habitude, sera au four, au moulin, elle lavera les maillots, elle servira l'eau, enfin, elle fera Emma, quoi. Avec le visage tout rouge, évidemment. Et des bleus, et sinon c'est pas gay, bleus. C'est important. Le visage rouge, des bleus, et c'est Emma, quoi. Alors après, il y a Kiki, qui est Rally Skens, qui d'ailleurs jouera au BLMA cette saison. Donc voilà, on a beaucoup de Belges qui vont aller s'expatrier en France, peut-être que, et justement avec son coach des Cats, donc j'espère qu'elle l'aime bien parce qu'elle va en bouffer double dose du Valérie de Maury. Donc voilà, Kiki, 1m90, ça c'est du solide dans la raquette. Enfin, moi j'aime beaucoup Kiki, vous savez bien. J'espère, voilà, elle a eu des JO peut-être un petit peu plus compliqués. Espérons qu'elle reparte... tambour battant, c'est ça l'expression, qu'elle repart tambour battant. Puis, je l'ai dit, Inde Ben Abdelkader, on en a parlé tout à l'heure. Serena Lynn Geldof, voilà, c'est peut-être elle que quand les gens disaient que Anne Waters prenait la place de d'autres, à la limite, je ne vois qu'elle, ben voilà, elle est là, cool. Ensuite, les sœurs Massé, hein, Becky et Billy. Alors, je pense que vous avez chacun une Massé préférée, c'est pas ça et c'est pas la même, ou alors vous aimez bien... Ah, non, c'est pas une préférée. Enfin, moi, personnellement, c'est pas une préférée. C'est juste que pendant longtemps, on a cru... Enfin, beaucoup disaient en tout cas que Billy était clairement meilleure que sa sœur. Et moi, j'ai trouvé que dernièrement, Becky avait fait vraiment une belle progression entre le tournoi 3-3 qui avait eu lieu à Anvers et ici les quelques matchs de préparation. Et en fait, on se rend surtout compte que c'est 2 profils de joueuses très différents et les deux peuvent avoir leur intérêt chez les Cats, quoi, en fait. Moi, j'ai une préférence claire, par contre. Hein. Non, mais j'ai investi beaucoup d'espoir en Billy Massé depuis que je l'ai vu à l'Euro U19, je crois, ou U20, avec la Belgique il y a quelques années. La Belgique avait fini sur le podium, peut-être. Ouais, je pense bien. Voilà. J'étais tombé sur 2-3 matchs où elle roulait littéralement sur les équipes adverses. J'espérais l'avoir drafté aussi en WNBA à un moment, ça s'est pas fait, mais là, avec sa sœur, elles vont jouer en Espagne. Hein, c'est ça ce que j'allais dire. Donc, premier changement aussi, pour la première fois, elles vont changer de la Belgique. Et c'est vrai qu'elles ont toujours joué à Sainte-Catherine. Ce qui est chouette, hein, parce qu'elles avaient leurs études et qu'elles ont mené de front pas mal de choses. Mais je pense qu'aller jouer en plus à Estudiantes Madrid, donc pas un petit club, ça peut être bien pour elles aussi et passer encore un step. Donc voilà, clairement, les Massé sont maintenant, je pense qu'on peut le dire aussi, des cadres des Cats. Donc après, j'ai dit Maxuela, on en a parlé. Alors, une qui manquera, qui n'a juste pas été reprise, je pense, j'ai pas entendu parler d'une blessure, c'est Hélène de Wallars. Très discrète, pourtant elle était parfois sacrément efficace, mais elle n'est pas là. Puis Julie Van Loo, hein, Valérie Demory continue à prendre ses joueuses, donc aussi au BLMA. Alors pareil, Julie Van Loo, moi je trouve que pour le moment,
Elle a bien pris sa place en tant que maîtresse du jeu des Cats. Elle n'a jamais eu de problème à trouver sa place, mais là maintenant, plus que jamais, quand elle est sur le terrain, who's the boss? Je pense que c'est bien dans le vestiaire aussi. Oui. Parce que tu vois, on a perdu Anne Waters, on a perdu, enfin tu vas peut-être le citer après aussi, Meyana Rahman qui va pas être là. Et donc, ok, sur le terrain, il y a des choses à faire. Le coach, il y a la continuité et tout ça, mais je pense que c'est important d'avoir encore quelques cadres qui sont vraiment vocal, leader. Emma, on sait bien que c'est une personnalité plus calme, posée. Julie Allemand commence peut-être à devenir de plus en plus cette personne-là aussi. Mais Julie Van Loo, c'est un général, quoi. Tu la vois sur le terrain, moi elle me dit de faire un truc, je ne lui demande pas pourquoi, je dis quoi et quand, quoi. Oui, merci d'avoir rappelé, effectivement, j'ai pas pensé à Yana Rahman parce que elle part pas définitivement, elle a mis en pause puisqu'elle est maman d'un petit garçon et que donc voilà, elle souffle un petit peu. Et clairement, oui, on avait vu d'ailleurs que son absence nous avait vraiment manqué dans les dernières compétitions. Et là, à nouveau, le fait qu'elle soit pas là, ça va piquer. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, dans les absences très notables. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'elle, on risque de la revoir, que je pense pas qu'on reverra Kim ou Anne Waters, un de ces quatre. Elle, je pense qu'en tout cas, elle n'a pas fait de toute d'annonce officielle. C'était juste, à mon avis, une pause bébé. Et puis donc voilà, la dernière joueuse, c'est Julie Allemand, qui revient aussi après une saison sympathique, et Enioris des Kortrijk Spurs. Donc pas mal de changements, pas mal de jeunesse, une équipe quand même vachement jeune, et donc nous aussi on va la faire à la Shai, une année de transition peut-être, on n'est pas sûr, on verra ce qui se passe. Mais comme souvent, parfois les cas sont capables de se transcender ou capables de passer complètement à côté de la compétition. Donc, mais... sur 12 équipes, tu peux faire une année de transition et avoir une médaille. Vu qu'il n'y a que 12 équipes, c'est plutôt... mais je pense que vous, ça peut aussi être un peu le même type de... avec des jeunes joueuses qui peut-être prennent un peu plus de responsabilité, un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut être pareil pour vous aussi. Et ça ne veut pas dire de ne pas être performante. Non, les deux équipes sont dans des situations assez similaires au final, et avec des nouvelles joueuses, au final, on a envie de voir, maintenant il y a la place, montre-toi, et c'est cool, quoi. Enfin, même configuration, les 4 sont quand même mieux, quoi. Enfin, non, je vais pas aller le dire. Qualitativement, bien sûr. Ah, ok. Alors, Flo, est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se risque au pronostic, simplement comment va fonctionner la compétition ? Parce que voilà, chaque année, c'est un peu le même genre de questions, mais qu'est-ce qui se passe après les groupes, comment, quoi, et comme tu es un garçon analytique qui comprend bien les choses, on s'est dit, Shai et moi, qu'on allait te refiler cette patate pour que tu sois didactique, tu expliques à tout le monde comment ça va se passer. Après, c'est pas très compliqué, mais je n'ai pas trouvé toutes les infos. D'abord, il y a 2 groupes de 6, ça c'est assez clair. Il y a le groupe A, qui est le groupe de la Belgique. On est donc avec la Chine, la Bosnie, Porto Rico, la Corée et Team USA. Donc on est dans le groupe qui a sans doute l'équipe la plus forte, mais avec sans doute aussi les équipes moins fortes. Là où le deuxième groupe, la France, qui est dans le groupe B, est avec la Serbie, le Japon, le Mali, le Canada et l'Australie. C'est-à-dire au final peut-être pas d'équipe imbattable, mais en fait un groupe beaucoup plus homogène et donc beaucoup plus piégeux, je pense. Même si les Cats ne devront pas non plus penser que ce sera facile de sortir, parce qu'on sait bien que le mondial, c'est la crème de la crème, il n'y a que 12 équipes. C'est la guerre dès le premier match. Traduction, la France peut perdre contre tout le monde, en fait, c'est ce que ça veut dire. Ce groupe-là est vraiment compliqué, parce que même le Mali, qui fait office de petit pousset, sera une équipe, je pense, qui va se battre et qui est le genre d'équipe qui lâche rien, même s'il y a peut-être moins de talent de base dans l'équipe, quoi. Mais donc on a ces 2 groupes de 6. Chaque groupe, les 4 premières places sont qualificatives, ce qui peut à la fois paraître confortable et en fait parfois au final on est très vite en ballottage. Alors ensuite, les 2 premières équipes du groupe A rencontreront les équipes 3 et 4 du groupe B et inversement, mais c'est pas encore défini. Il y aura un tirage au sort à la sortie des groupes. Donc c'est comme ça qu'ils font les rencontres et qu'après se dessine le tableau des quarts, demi et finale. Donc ce sera par tirage au sort. Tirage au sort. Ok. Mieux, ça évite les calculs oui. Au final. C'est ça. La seule chose qui est sûre, c'est que si on finit dans les 2 premières, il y a quand même un choix qu'entre 2 équipes, quoi. Oui. C'est-à-dire que si tu finis premier du groupe A, par exemple, tu ne pourras jouer que contre le 3e ou 4e du groupe B, mais au moins il y a quand même cette incertitude. Ok, bon voilà. On ne peut pas dire que vous n'avez pas compris. C'est facile. Bon. Pronostic. Shai, honneur à toi.
Est-ce que tu vas jouer le Patriote à fond? Est-ce que... Bon, pour la victoire, on va pas. C'est assez clair que Team USA avait gagné. Je trouve, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper ouvert derrière quand même. Je pense que l'Australie, alors on va peut-être parler un peu après des Ah oui, pardon, Shai, c'était... Non, mais... J'ai zappé ton sujet. Donc effectivement, on avait dit que ce serait intéressant de discuter aussi de qui surveiller dans les autres équipes, les joueuses et voire même les équipes. Donc on a parlé fort en détail des Cats, des Bleus et de Team USA, mais il y a évidemment, heureusement, d'autres équipes et d'autres joueuses à explorer. Et Shai a bien préparé ça et moi je le zappe. Oh là là. Ce français bashing, ça va trop loin. C'est ça, je savais que tu pour passer d'un retour. On va parler d'un grand retour en Australie. Oui, un énorme retour. C'est ça, quand je vous disais donc, que c'était ouvert, mais que je voyais quand même l'Australie plutôt bien. C'est grâce à qui? Avec le fait d'être pays hôte, déjà, c'est quand même important. Et le retour de Lauren Jackson en sélection. Alors pour ceux et celles qui suivent le basket international ou non depuis seulement quelques années, depuis moins de 6 ans, on va dire, c'est juste un nom comme ça qu'ils ont entendu, je pense, voilà, avec la WNBA, parce que c'est une légende, et même en basket international avec l'Australie. Et donc après 6 ans d'absence, elle revient, elle a résolu les problèmes de dos qui l'avaient poussé à prendre sa retraite un peu prématurément. Et donc à 41 ans, elle va revenir avec l'Australie. Elle a déjà joué en club là. En fait, elle a dû passer par plusieurs étapes. Il a fallu qu'elle prouve qu'elle pouvait encore jouer en club. Elle l'a fait en 2e division australienne. Ça a été un carnage total. Mais vraiment. Il y a des morts. Des statistiques. 32 points, 25 rebonds. Ah non, mais c'était invraisemblable. Parce qu'elle est totalement fit et on dirait qu'elle est à peu près dans la forme dans laquelle elle a quitté la compétition il y a 6 ans. Donc, si ce n'est mieux. Et ça s'est tellement bien passé que du coup elle va jouer en 1re division australienne l'année prochaine. Donc ça montre bien qu'elle est prête pour rejouer au niveau. On ne sait pas encore exactement quel temps de jeu elle va avoir, quel rôle elle va avoir, mais vu le secteur intérieur qu'il y a, c'est pas impossible qu'elle soit très utilisée et qu'elle soit un pion important de l'Australie. Donc sa présence fait que moi je les mets, rien qu'en fait juste pour le plaisir, je les mets en favori parce que revoir Lauren Jackson c'est incroyable. Il faut aussi parler du fait qu'il n'y a pas Liz Cambage cette année. Je pense qu'il n'y aura plus jamais Liz Cambage. Il n'y aura plus jamais Liz Cambage parce que quand on parle de l'Australie, il faut parler de ce qui s'est passé sur la dernière compétition. Voilà, le fait qu'elle soit partie après s'être... Elle a été suspendue en fait, hein, ni plus ni moins, enfin évincée de l'équipe après des incidents avec l'équipe du Nigeria. Et je pense que ça a soulagé une partie des autres joueuses qui avaient du mal sur le plan relationnel avec elle. Et là, donc c'est une équipe d'Australie qui est sans Liz Cambage, mais avec Lauren Jackson. Et vu qu'on ne sait pas encore quel temps de jeu aura Lauren Jackson, c'est pas forcément elle, je pense, qui sera le centre d'attention dans le jeu. Moi, j'ai envie de voir Lizzie McBegor prendre une autre dimension. Donc c'est la joueuse que je trouve la plus à suivre en termes d'évolution, parce qu'en WNBA, je trouve qu'elle a beaucoup progressé encore avec Seattle. Et pour l'Australie, c'est la joueuse que je choisirais au milieu d'autres joueuses comme Becca Allen, Stephanie Talbot. Voilà. C'est une équipe bien armée, peut-être pas à la main, mais sur le reste très très armée, qui va jouer la médaille d'argent. C'est l'objectif clair et affiché, je pense. Ensuite, si on prend un peu sur les autres équipes, en Bosnie, je pense que c'est pas très compliqué. Pour la Bosnie, même si elle risque d'être bien fatiguée avec les finales WNBA, qui citait d'autre que la mère des dragons, Mother of Dragons, Jonquel Jones. Même si elle était un petit peu en retrait cette saison avec Connecticut après son année MVP, dès qu'elle met le maillot de la Bosnie, tu sais qu'elle peut mettre 40-45 points sans aucun problème et créer des surprises. On l'a vu sur les dernières compétitions. Elle les fait passer à un niveau assez invraisemblable d'une équipe qui est bas de tableau à une équipe qui peut battre n'importe qui sur un match. Ensuite, on peut parler du Canada, qui est une équipe que je trouve un petit peu difficile à cerner, comme toujours en fait, parce qu'il n'y a pas de superstar à proprement parler. Mais il y a des joueuses de WNBA un peu solides, Kia Nurse, Bridget Carlton. Un peu solide. Kia Nurse, elle sera peut-être pas là ici, je pense qu'elle est blessée, non? Elle est dans le Borussia? Elle était dans l'effectif. Ah d'accord, ok. Elle a déjà fait toute la saison off, donc à mon avis, là, les croisés ont dû se remettre. Donc, ça se sera à surveiller, on va voir la liste définitive, mais il y a quand même d'autres joueuses de WNBA un peu confirmées, Nathalie Achenois,
Mais la joueuse que j'ai choisie comme joueuse à suivre, là aussi, si elle est prise dans le roster définitif, c'est Alia Edwards qui est à UConn pour l'instant, qui a fait des progrès gigantesques l'année dernière avec UConn et qui sera une joueuse WNBA à n'en pas douter. Et vu que le Canada essaie de rajeunir un petit peu son équipe et de donner la chance à d'autres joueuses, je pense que elle sera à suivre parce qu'on lui prêtait un potentiel offensif énorme, et au final, c'est en défense qu'elle a le plus progressé. Donc ça peut être une joueuse un peu two-way qui sera intéressante à observer. Ensuite, il y a la Chine avec la coqueluche de New York, Anne Shu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la joueuse la plus importante de l'équipe. Moi, j'ai mis plutôt Lee Yuero qui était à Chicago cette année, qui est une joueuse très 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 solide, qui a fait que 16 matchs en W cette année avec Chicago avant de repartir en Chine, justement pour préparer la compétition. Une intérieure de 2m01 qui étire bien le jeu, qui a un shoot qui est très complète. Le reste la Chine, comme à chaque compétition, on ne connaît pas bien les joueuses parce qu'on ne les voit pas en Europe ou en WNBA, mais ces deux joueuses-là vont quand même être à suivre. Il y a le Japon, nos amis japonaises, qui nous ont torturés sur la première compétition. Personne ne les aime, hein, c'est bon, ça va. Alors, Flo maintenant avec Machida, je pense que ça va, il y a un petit peu... Vu qu'elle a passé un peu de temps avec les Mystics, t'as un petit peu d'affection pour elle quand même maintenant, Flo, ça va. Bah, Machida, ça va, c'est pas elle qui mettait les tirs. Hein. Machida, elle faisait les 150 000 passes. Moi, c'est Takada que j'ai dans la tête. Takada qui prend des shoots, tu sais pas d'où, puis bim, ficelle. Oh. Et elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours dans le groupe. À défaut de Machida, qui a priori, de ce qu'on a compris, serait pas là. Oui, repos, je pense qu'elle l'a dit clairement. Ouais, avec notre faible niveau de japonais, c'est ce qu'on a compris dans les articles qui sont sortis. Que oui, du coup, même si Machida ne sera pas là cette année-là, il y a toujours donc Takada, la copine de Flo, et le reste des cadres qui étaient déjà là. Mais il y a quand même eu un changement majeur aussi chez les Japonais, c'est le coach. Ouais, Tomovas qui est passé chez les garçons. Du côté obscur de la force. Du côté obscur de la force. Donc c'est un ajustement pas négligeable, et Machida, même si c'est pas elle qui mettait les 18 000 3 points, c'était la générale de l'équipe et qui battait des records de passes décisives. Donc moi, en regardant l'effectif, si tant est qu'elle soit dedans, j'ai repéré qu'il y avait Mai Yamamoto. Pour ceux et celles qui suivent le basket 3-3, c'est une superstar en 3-3. Elle a fait gagner une médaille d'or au Japon récemment. C'est le même profil que Machida en fait, 1m65, une pile électrique, avec peut-être encore plus de moves, vu qu'elle est du 3-3, des vraiment qualités de dribble pour effacer les adversaires assez surnaturelles. Donc j'espère qu'elle sera dans le groupe, elle a 22 ans, mais je pense que c'est un peu l'héritière. Si elle est bien dans le groupe, c'est celle qu'il faudra suivre. J'ai mis personne chez les Coréennes, je vais pas faire l'expert. Racisme de base. Voilà. Et il n'y a même pas Jisoo Park. Ouais. Sera pas là, ouais. C'était la seule qu'on connaissait, donc... Voilà. Je vais faire comme Valérie Garnier, je vais dire qu'on ne connaît pas assez bien le basket asiatique. Voilà. On sait qu'on ne le connaît pas. On ne demande qu'à être surpris, voilà. Tu parlais du Mali, Flo, tout à l'heure, qui est la meilleure équipe d'Afrique. Comme chose à suivre, je pense qu'il y a Sika Kone, qui a été draftée par New York cette année, qu'on n'a pas vu parce qu'elle est restée en Espagne. Joueuse très 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 prometteuse, une forward d'1m90. Je pense que c'est la joueuse, ça va être un peu la joueuse référence de l'équipe qu'on va suivre, surtout qu'on devrait peut-être l'avoir en WNBA par la suite. Porto Rico, mine de rien, il y a quand même quelque chose qu'on connaît, notamment Arela Guirantes qui était en WNBA cette année, on a un petit peu vu du côté des Sparks, qui est une joueuse ultra offensive, grosse scoreuse, donc sur un match, on ne sait jamais, elle peut te claquer 30 points, donc faut se méfier d'elle à Porto Rico. Et puis la Serbie, nos amis serbes, toujours très 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 dur à affronter, un adversaire compliqué. Il n'y aura pas Nada Bovic cette année, qu'on connaît bien en France. Mais par contre, comme joueuse qui fait très très mal à chaque fois depuis qu'elle est là, j'ai choisi Yvonne Anderson qui jouera à Bourges cette année. Ouais. Alors bon, on va pas revenir sur la naturalisation et autres. On a assez enragé par le passé avec les joueuses qui nous faisaient mal alors qu'elles venaient de découvrir le pays. Mais Yvonne Anderson, super joueuse expérimentée, 32 ans, meneuse, qui sera l'une des joueuses majeures de la Serbie avec Tina Krajisnik et sa frange superbe. Je sais que tu tires toujours au coup de cheveux. Merci de le mentionner. Ils n'ont pas changé de coach aussi, la Serbie.
Ah, on parle de coupe de cheveux directement, je comprends l'association. C'est une bonne question, il faudra qu'on vérifie parce que j'avoue que j'ai pas regardé le staff Il me serbe. semblait que ça avait parlé d'un moment de ça et j'ai pas suivi parce que C'est pas quand la France rêvait que Marina vienne chez eux? Ouais, Mais c'est- on le rêvait aussi au même moment, donc je vais pas faire le malin sur le sujet. Mais je sais bien qu'il y a... Non, mais peut-être que j'ai foiré, hein. C'est peut-être moi qui ai rêvé, c'est pas grave. je Écoute, sais pas. on Là, j'ai pas- verra. Et si elle est là, il n'y a pas de problème, il y aura des commentaires de ma part sur ses cheveux, ne vous inquiétez pas. Hein, on analysera, est-ce que le pétard était mouillé, bien pétant le matin, on en discutera, pas de souci. Mais voilà, les Serbes restent toujours une équipe pareil, qu'elle soit en transition, comme on dit, comme nous, ou dans la continuité, c'est une équipe que t'as pas envie d'affronter, quoi. Donc, De toute façon, quand tu regardes le roster, t'as que des noms en hitch, déjà tu sais bien que ça va exécuter et que ça va savoir shooter, quoi. c'est ça. Donc voilà pour les autres équipes du tournoi. Donc on ne devra pas regarder que la France, la Belgique et Tumu, et ça, ce sûr. serait très mal. Sûr. Donc du coup, je te relance sur tes pronostics, puisque tu nous as donné 2. Si je résume Team USA, hein, on joue la sécurité du côté du 9-2 5. du 9-5, pardon. On joue la sécurité du côté du 9-5. Bien tenté, bien tenté. C'est pas mal. Juste derrière le 9-3, ça oui. Voilà, c'est ça. Numéro 2, tu as dit l'Australie. Ouais. Et du coup, pour la petite médaille de bronze, on va sur qui? Ah, honnêtement, j'hésite. C'est pas pour faire. C'est pas pour être corporate, mais j'hésite entre la France et la Belgique. Et puis ça va tellement dépendre du tirage et des. Mais c'est les deux équipes que j'imagine le plus fiables en fait. Parce que les Serbes sur la dernière compète, je les ai trouvés moins bien et là je sais pas si elles vont réussir à être là. Et les autres équipes, ouais, Canada, le Japon, je pense que ça va pas être une bonne compète pour le Japon. Ça, c'est un pronostic que je tente, c'est que je pense que les Japonaises vont pas être aussi redoutables qu'avant. Ouais. Donc bon allez, vu que je suis tout seul, je vais quand même tenter la France sur le podium, même si historiquement on est catastrophique en Coupe du Monde en général. En tout cas ces dernières années, on n'est pas du tout. Bah, ça rassurera déjà tes compatriotes de savoir que ce ne serait pas une nouvelle médaille d'argent, mais à la limite une médaille de bronze. Voilà. Après avec un tirage, si le tirage est favorable, pourquoi pas la médaille d'argent. En tout cas sur le podium, je pense que c'est faisable même avec les problèmes qu'on a évoqués là. Ok. Toi Flo, tu pars sur quel podium? Je pars sur Team USA en 1, je prends pas trop de risques. Et en fait, derrière, je trouve qu'il y a facilement 4-5 équipes qui peuvent prétendre au podium. C'est vraiment compliqué. L'Australie, j'ai quand même trouvé ça assez compliqué, leur dernière compète. Et en plus, je trouve qu'il y a un petit souci à la main, mais c'est vrai que bon, Lauren Jackson, c'est quand même un apport qui n'est pas négligeable. Et quand on regarde un peu l'effectif complet, je pense que je vais quand même mettre l'Australie en 2, mais j'ai vraiment aucune certitude sur ce pronostic. Et alors en 3, je suis un garçon un peu superstitieux, donc je n'ai pas envie de mettre la Belgique. Je pense qu'on peut avoir une surprise sur un pays comme la Chine ou la Bosnie. Tu Je pense que verrais la Bosnie, on peut avoir une Jonquel qui revient en étant très frustrée des finales qui viennent de se passer. Et la Chine, je trouve que c'est une équipe qui est toujours un peu sous-estimée. Et donc, après, c'est aussi beaucoup parce que j'arrive pas à cerner la France et la Belgique dans cette compète. Il y a trop d'inconnus et que je n'oserais pas mettre une médaille belge de peur de nous porter la choumoune. Donc, je vais partir sur un pronostic complètement what the fuck avec la Bosnie. Ok. Alors pour ma part, je vais pas non plus faire la penseuse latérale et je vois difficilement une médaille d'or autour du cou de quelqu'un d'autre que de Team USA. En numéro 2, pareil, l'Australie. Moi, je pense vraiment aussi que le pouvoir du pays hôte est quand même assez fort. Le Japon, c'était leur JO. L'Espagne, ils avaient aussi quand même réussi à aller choper une médaille quand c'était la dernière Coupe du Monde. Et je me souviens que ce match contre la Belgique pour la 3e place, il a vraiment été porté par le public. Enfin voilà, je pense vraiment que ça a un poids très fort avec ce symbole de Lauren Jackson qui revient. Donc je pense que le public sera clairement au rendez-vous. Et justement, c'est triste à dire parce que Liz Comet est une super joueuse, mais je pense vraiment qu'elle pouvait apporter quelque chose de toxique
au sein de l'Australie, quand on voit comment ça s'est terminé, et pourtant c'est une joueuse super, mais voilà, je pense qu'elle avait ses problèmes et qu'elle les a un peu ramenés dans la sélection nationale. Et donc je pense que le fait qu'elle soit plus là non plus, ça va libérer certaines. Donc voilà, c'est aussi une équipe de transition, c'est aussi une période de transition et c'est aussi un gros renouveau. Mais moi je dirais numéro 2 l'Australie. Et alors comme je suis pas du tout superstitieuse, rien à foutre, moi les British Cats, hein, on va chercher notre petite médaille. Parce que voilà, à partir du moment où c'est super ouvert, et s'il y avait vraiment une autre équipe que je voyais dont j'étais certaine, je le dirais. Mais à partir du moment où je suis d'accord avec vous, il y a 4-5 équipes qui peuvent y aller, c'est péché. Si on n'est pas superstitieux, c'est péché de ne pas dire les Cats. Donc moi, ce sera les Cats avec peut-être une explosion de qui Qu'est-ce qui exploserait bien chez nous? Inde peut-être, ça pourrait être sympa. Elle a un bon profil, ouais. Ouais. Donc voilà, personnellement, pourquoi pas entendre la Brabanson là-bas en Australie. Et aussi pour faire rager Noé qui aura fait le déplacement jusque-là. J'aimerais bien qu'il voit la médaille des Belges sous ses petits yeux français. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Donc la compétition commence le 22. On essaiera de vous faire vivre ça du mieux qu'on peut. D'ici là, on va finir sur les finals, même si vous, quand vous nous entendrez, les finals seront déjà passés. Et donc, on sera déjà dans l'après-saison. On se retrouve donc pour les prochains matchs du mondial. On essaiera de suivre ça du mieux qu'on peut avec vous, comme d'habitude. Merci Flo, merci Shai. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir si bien tenu la boutique cette saison. J'étais un petit peu plus en retrait. Vous avez fait un travail de fou, comme d'habitude. But I'm back. Donc, fini les discussions de 4 heures sur Twitch. Non, ça, vous pourrez toujours les faire, je vous rassure. Ça, je vous retire pas votre jouet. Mais de retour. Voilà, c'est le retour des podcasts bien carrés qui durent 1 heure et qu'on déconne pas. Et puis, merci à vous d'être toujours plus nombreux et de nous suivre. On se retrouve très très bientôt sur tous les réseaux sur lesquels vous nous suivez. Merci beaucoup. Ciao, ciao.